On va passer à la troisième table ronde. Quelles ambitions pour le ferroviaire? Je vais accueillir Mathieu Chabanel et Alexandre Gallo. Voilà, à l'heure où les préoccupations climatiques n'ont jamais été aussi fortes, le train est-il le moyen de transport du futur? Quelles sont les opportunités, les défis liés au développement du transport ferroviaire? Comment améliorer l'efficacité du système? On va en parler avec vous, messieurs. Mathieu Chabanel, bonjour, président directeur général de SNCF Réseau, et Alexandre Gallo, président de l'AFRA. Je vous propose qu'on commence par ce chiffre. Le gouvernement français a annoncé il y a quelques mois un investissement de 100 milliards d'euros pour développer et moderniser le réseau ferroviaire français jusqu'en 2042. Alors, est-ce à la hauteur de ce qui était attendu? Je vous propose d'abord d'écouter la réaction de David Valence, député spécialiste de la mobilité et président du Conseil d'orientation des infrastructures. 100 milliards d'euros pour le ferroviaire, c'est l'annonce que la Première ministre a faite le 24 février dernier quand nous lui avons remis le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures. Cela correspond à ce que nous avons souhaité. Et la première déclinaison qu'on voit aujourd'hui dans les contrats de plan État-région, c'est l'effort en faveur du fret ferroviaire. La première partie de ces 4 milliards d'euros débloqués à la demande de l'Alliance 4F en faveur du fret ferroviaire. On peut dire que jamais les montants n'ont été aussi importants que dans le CPER en cours de négociation en faveur du fret ferroviaire. Pour ce qui est du soutien à la régénération des lignes structurantes, il y a encore un certain nombre de précisions qui devront être apportées sur la manière dont cette régénération et cette modernisation est portée. Mais encore une fois, sur le fret ferroviaire, les annonces de l'État sont aujourd'hui très fortes. Elles se déclinent déjà dans les contrats de plan État-région. Voilà donc la réaction de David Valence. Réaction, messieurs, de chacun d'entre vous. Mathieu Chabanel, 100 milliards d'euros pour la régénération du réseau ferroviaire, est-ce suffisant? Alors, c'est 100 milliards d'euros pour l'ensemble du plan de développement pour le ferroviaire. 100 milliards d'euros pour la régénération, ça aurait été inespéré. Trop, peut-être. Ce qu'on voit, c'est que, et David Valence l'a montré au travers du rapport du COI, l'autorité de régulation des transports l'a montré aussi au travers du rapport qu'évoquait Olivier Salès tout à l'heure, qui a été publié au mois de juillet dernier. On a un besoin qui porte d'abord effectivement sur la régénération du réseau et du réseau le plus circulé. Et sur ce besoin-là, je pense qu'il y a un consensus qui se dessine, que la somme annoncée par la Première ministre, reste à ce qu'elle se mette effectivement en place et les modalités sont encore en cours de discussion, mais à ce que cette somme ait un quantum qui permettra de mettre fin au vieillissement du réseau et progressivement de le moderniser et de regagner en performance à l'horizon 2030 puis à l'horizon 2040. C'est pas une bosse, hein. C'est le niveau d'investissement qu'il faudrait porter dans le réseau chaque année dans les 20 à 30 années qui viennent, de manière à avoir un réseau français qui soit performant et aux meilleurs standards européens. Puis au-delà de cet effort qui est vraiment le socle, il y a différents axes en matière de développement. Il y a un axe sur le fret qui se concrétise, alors lui, très matériellement et d'ores et déjà dans les budgets avec des financements depuis le plan de relance qui a fait suite à la crise sanitaire et conforté par les annonces du ministre des Transports du mois de juillet dernier. On a plus d'argent pour refaire des capillaires fret, plus d'argent pour refaire des voies de service, plus d'argent pour faire des investissements sur les triages, etc., etc. Donc ça c'est une matérialisation très concrète. Je pense que l'Alliance 4F n'a pas été pour rien dans cette matérialisation au travers de son esprit de responsabilité dans la hiérarchisation des demandes et dans la crédibilisation de cet effort. Le deuxième grand axe qui est porté dans le plan, c'est tout ce qui va être autour des services express régionaux métropolitains. Ça, c'est un axe qui est en cours de construction entre l'État et les régions, mais qui sera un axe qui, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, je pense, sera un axe important parce que ces services, c'est aussi la possibilité pour de nouveaux acteurs de faire de nouvelles offres, de proposer plus de trains, d'amener des idées aux autorités organisatrices. Et donc, c'est un enjeu majeur. Après, troisième axe du plan, ce sont les grands projets de lignes à grande vitesse. Ils ont été relancés de manière active à partir de 2020. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entre eux qui avancent très bien. Je pense que si on parle report modal, ce sont des projets qui ont du sens. Il y a des grandes villes
Il y a des parties du territoire qui ne sont aujourd'hui mal desservies par la grande vitesse. Et donc ces projets-là ont du sens et sont des projets qui peuvent permettre sur le réseau classique de faire plus de fret, plus de TER. Si on pense à l'arc languedocien, par exemple, voilà, quand on voit bien que quand on double la ligne existante d'une ligne à grande vitesse, ça a une pertinence forte. Et puis le quatrième aspect, ce sont ce que citait David Valence, les contrats de projet État-région, et notamment la revivification du réseau de petites lignes, de lignes de desserte fine du territoire. Et là aussi, on voit qu'on a dans ces contrats de projet État-région des montants qui semblent vraiment intéressants dans les mandats qui ont été donnés au préfet. Donc j'allais dire, toutes les couches de développement se portent bien et se matérialisent. La couche de régénération, qui est le socle de ces couches-là, il faut qu'elle se concrétise pour porter l'ambition ferroviaire dans notre pays. Alexandre Gallo, à l'époque de cette annonce, vous aviez salué ce geste avec une certaine prudence. J'espère que les couches sont anti-fuite parce que aujourd'hui, on a beaucoup de promesses en matière de financement. Est-ce que, Mathieu, tu reçois réellement l'argent dans tes caisses de façon sonnette et trébuchante? Pour l'instant, ce n'est pas tout le temps le cas. Bon. Les annonces, elles sont aujourd'hui plutôt floues. Le gouvernement, le ministre a annoncé hier ou avant-hier 400 millions sur l'année. On ne sait pas trop ce que ça regroupe, s'il y a des aides à l'exploitation, s'il y a de la régénération. On a l'impression que Bercy se fait un peu tirer l'oreille en ce qui concerne la régénération, et il aimerait bien que ce soit SNCF Réseau qui le finance. Sur quel crédit, comment. Donc, tout ça, c'est quand même pas très clair aujourd'hui. Alors, il est vrai qu'on travaille sur la partie fret, en tout cas, extrêmement bien avec SNCF Réseau, mais ce partenariat, il existe depuis assez longtemps et depuis la signature du pacte ferroviaire, finalement. La concrétisation aujourd'hui, dans le cadre du groupe de travail Ulysse, que nous tenons communément avec l'AFRA 4F et SNCF Réseau, animé par Laurent Marseille, ça se passe extrêmement bien et on a défini effectivement un certain nombre de priorités. Je rappelle que pour développer du ferroviaire, il y a un triptyque et qui est incontournable. Il y a la capacité du réseau à accueillir des trains, il y a le gabarit dont on a parlé, la taille des trains finalement, leur longueur, et ça, que ce soit à la limite, je dirais que ce soit du voyageur ou du fret. La longueur du train, elle a son importance. Et puis la taille des wagons. Et puis l'installation terminale, que ce soit une gare, que ce soit un triage, que ce soit un terminal multimodal. Et donc, si ces trois conditions ne sont pas réunies, on n'y arrivera pas. Et donc, le groupe de travail, il a justement pour objectif aussi de synchroniser cette partie-là. C'est bien, mais au jour d'aujourd'hui, on a mis tout un tas de dépenses finalement en lumière qui ont été chiffrées et l'important c'était que SNCF Réseau les chiffre pour qu'on ait finalement quelque chose qui soit indiscutable. Maintenant, tout n'est pas financé. Alors, pour chacun d'entre vous, quelles sont vraiment les priorités? Est-ce qu'il faut justement d'abord en priorité et en premier lieu devant tout améliorer les infrastructures existantes, financer de nouvelles lignes? Comment on priorise tout ça, Mathieu Chabanel? Non, je crois que si on porte vraiment tous collectivement l'ambition d'un doublement du fret ferroviaire, tous les éléments que je viens de citer sont prioritaires. Enfin, si on y croit vraiment, il va falloir faire à la fois maintenir en état le réseau structurant et le moderniser, et faire du développement dans le fret et dans le voyageur. Donc c'est une question, j'allais dire, politique derrière. C'est la concrétisation de l'ambition qu'on porte pour le ferroviaire. Et rappelons-le quand même, le ferroviaire, c'est bon pour le carbone, mais même dans un monde décarboné, le ferroviaire, ça reste le mode qui consomme le moins d'énergie. Et dans un monde décarboné, même dans un monde où la route serait décarbonée, le ferroviaire consomme 6 fois moins d'énergie. Donc l'électricité sera rare, l'espace sera rare, etc. Donc le ferroviaire, en fret comme en voyageur, il est moi j'en ai la conviction, il est le mode pertinent pour demain. Voilà. Et donc si on veut vraiment porter ce mode, il faut faire l'ensemble de ce qui a été annoncé. Mais le socle, je le redis, c'est d'avoir un réseau structurant modernisé. Si on n'a pas un réseau structurant modernisé, et je vais prendre le trafic voyageur et le trafic fret, et qu'on refait les triages parce que là, vraiment, il y a de l'argent. Mais si on sort du triage et qu'on tombe sur une ligne sur laquelle la capacité elle a été divisée par 2 parce qu'on a mis des limitations de vitesse, ça ne va pas bien marcher. Si on refait les petites lignes
et qu'on retrouve des lignes qui roulent à 120 km/h et qu'elles tombent sur un réseau structurant où on a mis des limitations à 40 km/h, ça ne va pas bien marcher non plus. Si on fait des services express régionaux métropolitains avec des infrastructures nouvelles et qu'on arrive dans un réseau dans lequel on n'a pas fait de commandes centralisées, des postes d'aiguillage et où on n'a pas une exploitation moderne, ça ne va pas bien marcher. Donc le socle, mais c'est ce qu'a dit l'ART, c'est ce qu'a dit le COI et c'est ce qu'a dit la Première ministre au mois de février, le socle, c'est bien de remettre en état notre réseau existant. Alexandre ? Pas que. Pas que. Il y a effectivement cette remise en état et il y a la performance que nous attendons du gestionnaire d'infrastructure et qui est quand même importante, qui aujourd'hui n'est pas complètement au rendez-vous, qui s'est dégradé, mais du fait de la dégradation de l'outil en lui-même, du retard qui a été pris dans les investissements sur la digitalisation. Tu as parlé de la commande centralisée du réseau, cette multitude de postes d'aiguillage aujourd'hui en France qui sont autant de points de fragilité finalement, qui sont des points de fragilité en matière de circulation et qui sont des points de fragilité aussi sociaux. Puisque finalement, avec un petit nombre de grévistes, on peut bloquer tout un axe. Et je pense que c'est aujourd'hui la confiance qu'il faut que l'on restaure vis-à-vis des clients, que ce soit des voyageurs, que ce soit des clients du fret. C'est cette confiance aujourd'hui qui est très émoussée. Et c'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on travaille de façon commune. Les trains long parcours vont être de plus en plus fréquents, que ce soit dans le fret, que ce soit dans le voyageur. On voit la forte demande sur les trains de nuit, on voit le fort engouement sur les trains de nuit qui aujourd'hui ne se concrétise pas forcément immédiatement en France, mais qui va le devenir et qui est déjà une préoccupation outre-Rhin, qui a été pris en main par les chemins de fer autrichiens de façon assez efficace en matière de marketing, en matière d'investissement. Ça, c'est très attendu aujourd'hui. Et là, pour le coup, la performance de SNCF Réseau, elle est dans les mains de SNCF Réseau. Mathieu Chavanel, il y a une nécessité, voire une obligation que SNCF Réseau se réforme en profondeur pour faire le saut de performance attendu ? Oui, SNCF Réseau passe son temps à se réformer en profondeur. On n'attend pas les crédits publics de régénération du réseau pour essayer de progresser. Je prends un exemple simple. Le taux d'allocation des sillons de fret, ce qui est un enjeu important. Combien les sillons de fret sont commandés et quelle est la réponse ? Oui, non, peut-être, un an avant leur circulation. Il y a 10 ans, on était à 70% de réponse. On est à 88,8% au mois de septembre de cette année. Donc on n'est pas face à une entreprise qui regarderait passer les trains, pour prendre une expression à propos. Il y a un travail de transformation. Il y a un travail de transformation dans un monde dans lequel l'exigence vis-à-vis de la performance est de plus en plus importante. Donc il faut qu'on rattrape cette exigence vis-à-vis de la performance. Dans un monde dans lequel il y a à concilier de plus en plus de types de trafic, je trouve que l'exemple donné par Alexandre du train de nuit qui se relance, eh bien c'est un exemple qui montre qu'on doit en permanence s'adapter et trouver l'équilibre entre le jour et la nuit. Il n'est pas toujours simple. On citait tout à l'heure l'exemple de la décision qu'on a prise au nord de Dijon de faire les travaux de jour pour laisser passer et les trains de fret et le train de nuit qui sans ça pendant 4 mois n'auraient pas pu circuler. Donc voilà, c'est des équilibres nouveaux sur lesquels SNCF Réseau, et on est d'accord que c'est pas lié aux besoins d'investissement, ça c'est bien des politiques, des actions, des processus qu'on doit mettre en place, sur lesquels SNCF Réseau se réforme en permanence pour offrir un service plus efficace à ses clients. Alors, parmi les projets de nouvelles infrastructures, il y a la nouvelle liaison ferroviaire fret et voyageurs Lyon-Turin. On va écouter Jacques Gounon, le président de Getlink, qui est président du comité pour la Transalpine, et on en parle juste après. Alors l'actualité du Lyon-Turin, c'est l'effondrement en Maurienne qui a démontré de façon évidente que cette infrastructure était absolument nécessaire pour continuer à ce que passagers et marchandises puissent transiter facilement entre la France et l'Italie. Et ça met bien en évidence quelque chose de très important qui est la nécessité dans le ferroviaire, qui est une activité de long terme, d'avoir une vision stratégique et d'éviter les à-coups. Je rappellerai que la déclaration d'utilité publique des accès du Lyon-Turin date de 2013, il y a 10 ans. Et donc tous les combats de retardement, mais surtout je dirais toutes les procrastinations qui se sont produites sur ces projets coûtent finalement très cher à la collectivité. Et moi je suis très heureux que, encore récemment, le ministre des Transports Clément Beaune ait dit que c'était un projet stratégique et qu'il fallait le réaliser.
Alors, le Lyon-Turin, c'est une vision long terme des échanges entre la France et l'Italie et une vision long terme de la protection des vallées alpines. Il ne faut pas l'oublier. Et si je reviens un peu en arrière, moi j'ai eu le bonheur en tant que président de l'association de Fer de France avec mes confrères et avec d'autres à faire en sorte que le gouvernement retienne 2 objectifs majeurs pour le ferroviaire, doublement du report modal, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus de voyageurs dans les trains, il faut qu'il y ait plus de camions sur les trains, doublement du report modal, et la Première ministre elle-même a dit mettre 100 milliards d'euros sur la table pour réaliser cela. Maintenant, il faut l'utiliser intelligemment, ne pas opposer de façon stérile le souhait de l'hyper-quotidien et puis des infrastructures que l'on n'aime plus en France, et au contraire, comprendre que développer les flux, en particulier de marchandises, entre l'Italie et la France sans polluer les Alpes, c'est essentiel. Voilà, développer les flux sans polluer les Alpes. Une réaction de chacun d'entre vous? C'est l'évident, ça tombe sous le sens. Oui, on le voit bien, la fragilité de ces infrastructures, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Il y a 4 ans, on a déjà connu la même chose. La dernière fois, c'était une fermeture d'à peu près 1 mois. Là, on nous annonce 1 an, à peu de choses près. Hein, voilà. 1 an catastrophique. Catastrophique pour le voyageur, parce que les liaisons sont interrompues. Catastrophique pour le fret, et en particulier pour le combiné, parce que les capacités de passer via la Suisse sont quand même relativement limitées. Pas en nombre de sillons et pas en capacité de réseau, mais en capacité des opérateurs, puisqu'on parle de 45 trains de fret à peu près. Donc on ne pourra pas tous les passer. Donc c'est extrêmement problématique, ça montre la fragilité de nos infrastructures. Alors sur certaines portions en France, il y a eu des glissements de terrain dans le sud-ouest également. Sous-investissement. Alors, est-ce que le sous-investissement est responsable de l'éboulement de montagnes en Maurienne? On peut en douter. Ce n'est pas le sous-investissement qui en est responsable. En revanche, c'est le sous-investissement et le manque de volonté politique de la programmation du Lyon-Turin. Les autorités italiennes ont non seulement programmé les travaux, mais les ont financés. Voilà. Nous, pour l'instant, on n'est même pas certain de la capacité du réseau, puisqu'il y a 3 scénarios. Les Italiens ont opté pour le scénario à 25 millions de tonnes par an de leur côté. Nous, on est en train de se poser la question, est-ce que ça va être 9, est-ce que ça va être 15 ou est-ce que ça va être 25 ? Pour l'instant, rien n'est financé, rien n'est prévu. Mathieu Chabanel. Non, catastrophique, la Maurienne aussi pour le gestionnaire d'infrastructure, qui est très préoccupé d'une situation dont je rejoins Alexandre, qui n'est pas liée à la vétusté du réseau, qui est liée à un réseau qui passe dans un endroit, alors peut-être lié aussi au changement climatique, enfin aux évolutions différentes. On sait que la montagne est de plus en plus fragilisée. C'est un éboulement qui a provoqué 10 fois plus de tonnes tombées que l'éboulement d'il y a 4 ans. Donc on est sur une situation extrêmement complexe, qui d'ailleurs pas entre les mains du gestionnaire d'infrastructure aujourd'hui. Le facteur limitant, c'est la capacité à purger cette falaise. Et on voit bien toute l'utilité d'une infrastructure plus résiliente comme sera le Lyon-Turin. Nous, on est pleinement engagés aux côtés de la société qui réalise le Lyon-Turin, puisqu'on fait la jonction à Saint-Jean-de-Maurienne. C'est un des plus gros chantiers pour SNCF Réseau aujourd'hui. C'est un investissement de plusieurs centaines de millions d'euros qu'on conduit. Et puis, on est pleinement engagé, une fois que la décision politique sera prise, pour réaliser les accès alpins. Il y a des discussions qui sont en cours entre les pouvoirs publics européens, nationaux et locaux. Et j'espère vraiment, moi aussi, qu'on aura une visibilité sur le financement de ces études et ensuite des travaux sur les accès au Lyon-Turin, parce qu'on a bien vu l'utilité de cette infrastructure avec ces événements particulièrement pénalisants pour le transport de voyageurs, pour le transport de fret et pour le gestionnaire d'infrastructure. Alors, je vous propose aussi d'écouter à nouveau David Valence qui réagit à une autre annonce du gouvernement. C'était il y a quelques jours un investissement de 700 millions d'euros pour la construction de 13 RER métropolitains. On l'écoute. Pour ce qui est des services express régionaux métropolitains, les développer prendra du temps. D'abord, ça reposera toujours sur un accord entre les métropoles, les agglomérations, les communautés de communes autour des métropoles et les régions. L'État ne pourra pas décider seul de la mise en œuvre de ces services express régionaux métropolitains. Et puis, dans un certain nombre de projets, je pense à celui de Lille par exemple, les investissements sont si importants qu'en effet, la traduction en termes de circulation
de trains voyageurs sera longue à venir. Mais quoi qu'il en soit, ces investissements et le développement de ces SERM ne devront pas se faire au détriment du fret ferroviaire. Là où il y aura concurrence sur les sillons, il faudra trouver des itinéraires alternatifs pour le fret ou des sillons de qualité. Ça ne devra pas se faire au détriment du fret ferroviaire. C'est une inquiétude, ça, Alexandre Gallo? Pas que le fret, encore une fois, c'est tous Oui. les trains long parcours. Et les trains long parcours, il va y en avoir de plus en plus. On voit toutes les initiatives sur des connexions internationales, dans le fret comme dans le voyageur. C'est un gros sujet d'inquiétude, les RER métropolitains, parce qu'on connaît la capacité de notre réseau, on connaît la capacité de notre réseau dans les grandes métropoles et aux abords des grandes métropoles. On connaît aussi la résistance de certains élus, ou tout au moins la réticence d'avoir du fret. Xavier Bertrand n'a jamais caché qu'il ne veut pas de fret dans sa région, ou tout au moins en concomitance avec les circulations voyageurs. Il le dit, il l'écrit. Valérie Pécresse, elle n'est pas non plus tout à fait en faveur du fret. Et pourtant, ils ne veulent pas non plus de camions sur leur grand périphérique ou sur leur route. Donc, on est un peu dans le paradoxe que les anglo-saxons appellent le NIMBY, not in my backyard. Le fret, c'est super, les trains de fret, c'est génial, mais on n'en veut pas chez nous, parce que ça vient perturber les circulations des voyageurs. Bon. Donc oui, c'est un gros sujet parce qu'on travaille aussi avec SNCF Réseau sur les plans d'exploitation du réseau, les futurs plans d'exploitation des réseaux, qui sont une vision à 5 ans finalement de ce qui va se passer sur la capacité et l'insertion. Et l'inquiétude, elle est d'autant plus grande que ces RER métropolitains, comment est-ce qu'ils vont venir s'insérer dans une trame où il va y avoir des trains long parcours qui vont traverser ces agglomérations. Beaucoup d'inquiétudes sur ce qui va se passer en région parisienne l'année prochaine, sans parler des RER métropolitains, les Jeux Olympiques. On est très inquiet, très très inquiet. Mathieu Chabanel. Oui, alors là, on est vraiment au cœur des missions du gestionnaire d'infrastructure. On n'est pas là pour être populaire avec tout le monde, donc il faut qu'on trouve l'équilibre entre le maintien des trains long parcours et le développement des services express régionaux métropolitains. Et cet équilibre, on le trouvera d'autant plus facilement qu'on acceptera, mais c'est tout le sens de la réglementation européenne également, j'allais dire d'ordonnancer les choses, de ranger les choses de manière à ce qu'on puisse faire circuler le maximum de trains. Et ça, ce sera des contraintes pour l'ensemble des utilisateurs du réseau. Et il faudra que SNCF Réseau assume son rôle en la matière, c'est-à-dire assume de garder de la capacité pour le fret et assume aussi de faire moins de sur-mesure et d'ordonnancer, au travers des plans d'exploitation de référence, les circulations pour faire circuler un maximum de trains dans un espace donné. C'est aussi quelque chose de nouveau pour SNCF Réseau d'être dans ce rôle-là. Et ça fait partie des points d'équilibre qu'on doit construire collectivement, mais in fine, le gestionnaire d'infrastructure prenant, sous le contrôle du régulateur bien sûr, ses responsabilités en matière d'allocation des sillons. Et on prévoit bien de maintenir, et je citais l'exemple de la Bourgogne-Nord, ça n'a pas fait plaisir à ceux qui voulaient faire circuler des trains de jour. De la même manière, on est en train de programmer des travaux entre Orléans et Étampes 2 jours. Ça ne satisfait pas nécessairement les circulations voyageurs, mais c'est cet équilibre-là qu'on cherche en permanence à trouver, aussi bien entre la programmation des travaux et les circulations qu'entre les différents types de circulation au sein d'un espace. Il y a un moment où ça peut nécessiter de construire des infrastructures nouvelles. Parce qu'il y a un moment où, même en rangeant bien les sillons, même en ordonnançant bien, même en répartissant la capacité au mieux, si le train se développe comme on le souhaite tous, eh bien, il faudra construire des infrastructures nouvelles. Ça renvoie au contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise ou à d'autres infrastructures. Et ça renvoie sur les SERM, puisque c'était la question, au volet infrastructures nouvelles au sein des SERM. C'est sûr que si on fait un barreau d'infrastructures nouvelles qui va de Lille au bassin minier, dédié au RER et au transport de voyageurs, ça libérera d'autant plus de capacité pour les trains de fret sur l'axe existant. Sur les enjeux du développement durable, on l'a répété depuis le démarrage de ce colloque, le bilan carbone du train est plutôt satisfaisant. Comment aller plus loin, Mathieu Chabanel? Quelles sont les ambitions de la SNCF sur ce sujet?
Sur le développement durable, il y a deux sujets. C'est un, faire valoir tous collectivement à quel point le transport ferroviaire est un mode pertinent. Et je le disais, pour le carbone, mais aussi pour la sobriété énergétique, aussi pour l'imperméabilisation des sols, aussi pour la congestion dans les métropoles, etc. etc. Et puis, deux, c'est se poser là aussi collectivement la question de notre propre empreinte. Parce que ce n'est pas tout d'être un mode qui est vertueux. On peut être encore plus vertueux, encore plus efficace. Donc, du côté du gestionnaire d'infrastructure, par exemple, c'est la question de la protection de la biodiversité, et c'est pas toujours facile, et c'est parfois compliqué, et on a parfois des enjeux contradictoires entre couper les arbres pour pas qu'ils tombent sur les voies et ne pas couper les arbres pour préserver la biodiversité, mais c'est notre boulot que de trouver ce point d'équilibre. C'est aussi l'économie circulaire, comment, quand on construit des infrastructures, quand on les renouvelle, on manipule beaucoup d'acier, beaucoup de béton, etc., etc. Comment on minimise l'impact carbone et écologique de toutes ces matières. Et donc voilà, ça c'est typiquement des sujets de comment on réfléchit aussi à notre propre impact écologique. Et je pense que du côté des transporteurs, il y a le même type de réflexion sur le matériel roulant. Alexandre Gallo. Raphaël a déjà lancé quelques pistes tout à l'heure. C'est-à-dire que je dirais que ce n'est pas parce qu'on est déjà un mode vertueux qu'on ne doit pas faire l'effort et qu'on ne doit pas accompagner ce développement durable. Donc, c'est évident que, alors au-delà des carburants qui sont des carburants beaucoup plus doux que les énergies fossiles, les carburants d'origine végétale, très clairement, l'électricité verte, puisque aujourd'hui de plus en plus de fournisseurs nous proposent de l'électricité verte, mais il y a aussi le matériel. Alors, le matériel, on a quand même un paradoxe. C'est que on essaye de persuader le gouvernement qu'on a un parc aujourd'hui de matériel. Alors, je ne parlerai pas du matériel voyageur de proximité, qui lui est un matériel plutôt récent pour beaucoup. On a un problème aujourd'hui sur les locomotives de fret. Les locomotives de fret, il y a une grosse partie du parc qui est relativement vieillissante, et je pense surtout aux locomotives électriques. Et il va y avoir un besoin de renouvellement d'ici 10 à 15 ans. Il va falloir le renouveler, ce matériel. Et on essaye de persuader le pouvoir public qu'il serait intelligent de venir, à un moment ou à un autre, utiliser les certificats d'économie d'énergie pour pouvoir acheter des locomotives neuves. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer la difficulté qu'André Thinière d'Objectif OFP a finalement à mettre en avant des évidences, de dire vous avez un pollueur qui est un industriel, qui veut acheter un droit à polluer à une entreprise ferroviaire qui, elle, va mettre en ligne de la capacité de locomotives électriques modernes construites pour durer 40 ans. Et bien rien que ça, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Voilà. Heureusement qu'André a une patience d'archange et qu'il arrive à... Et le temps, un petit peu de temps aussi. Et qu'il arrive à avoir ces discussions et à fédérer un petit peu toutes les énergies. Mais c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de faire accepter des évidences, notamment à l'ADEME. Je vous propose de passer aux questions de la salle, s'il y en a. Bonjour, Philippe François d'Objectif OFP. Une question pour Mathieu Chabanel. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un petit peu plus d'argent, notamment pour les lignes capillaires et les LDFT. On sait que ces financements sont négociés dans le cadre des CPER et ce sont des cofinancements du coup, puisque il va falloir trouver d'autres financements. Eh bien, je voulais avoir un petit point, puisque Elisabeth Borne, au Congrès des régions de France, la semaine dernière, a indiqué qu'elle souhaitait que les négociations sur les CPER soient terminées d'ici la fin de l'année. Je voulais savoir si vous aviez des échos sur ces négociations et comment elles cheminaient. Alors, il se trouve que ce n'est pas SNCF Réseau qui négocie les CPER, mais pour autant, et donc ça se négocie entre les préfets et les régions, SNCF Réseau amenant la matière en matière de besoin d'investissement. Plusieurs choses qu'on peut dire. Un, il y a vraiment dans les mandats qui ont été donnés au préfet, un, plus d'argent, et deux, de l'argent fléché sur le fret, ce qui est quand même assez, si on se place dans la logique fret, ce qui est quand même assez nouveau et assez structurant dans les mandats qui ont été donnés.
Deux, mais là je n'ai pas de boule de cristal, il y a des régions où il me semble qu'on n'est pas loin d'un accord et que les choses pourraient se matérialiser assez vite dans les jours, semaines à venir. Il y a des régions où on sait que les discussions sont plus compliquées, mais encore une fois, ce n'est pas nous qui les conduisons. Oui, une autre question là-bas. Deux autres questions. Bonjour, Unai Peñalba de la délégation du gouvernement du Pays Basque en France. Du coup, on a parlé de la liaison Lyon-Turin, mais quid du projet GPSO dans le sud-ouest parce qu'il y a un règlement européen qui prévoit le développement de la ligne entre Bordeaux et la frontière avec l'Espagne pour 2030. Mais à ce moment, il n'y a même pas la déclaration d'utilité publique pour le tranche entre Dax et la frontière. On n'a même pas une date exacte pour dire quand va être développée la tranche Bordeaux-Dax. Est-ce que la France sera au rendez-vous pour 2030? C'est la question. Alors je ne suis pas la France, je ne suis que SNCF Réseau. Ce que je peux dire, c'est que sur la partie Bordeaux-Dax, qui, elle, fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, il y a quand même un dynamisme fort porté par l'État et les collectivités régionales pour le développement des deux axes, Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax, et au sud de Bordeaux, ce qui est un tronc commun à ces deux axes, sur les accès ferroviaires du sud de Bordeaux. Donc là, on a quand même une société de financement qui s'est mise en place pour la part des collectivités, l'État qui a réaffirmé son engagement, et des choses qui me semblent devoir avancer. Sur la partie au sud de Dax, on a un certain nombre de réservations foncières, mais on n'est pas encore effectivement à avoir un projet qui fasse l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Oh, une question aussi là-bas. Oui, bonjour. Étienne Berrier, journaliste pour Théma Transport et Logistique. Je voulais vous interroger sur la présentation qui a été faite au début de la réunion, l'idée de réduire les péages pour augmenter les trafics. Est-ce qu'on peut en tirer des enseignements pour le fret ? Alors, à contrario, Arnaud Aimé l'a expliqué, le fret en France a un niveau de péage qui est relativement bas par rapport à l'ensemble européen, et même parmi les plus bas. Je vais être un peu provocateur, il y a peut-être des opérateurs dans la salle qui vont hurler, mais moi, j'ai rien contre le fait de payer mes péages un peu plus cher. Pour autant que lui, il me donne de la qualité. Pour autant que lui, il me donne de la vitesse commerciale. Un sillon à 120 km/h entre Forbach et Bayonne, c'est une vitesse réelle de 64 km/h. 64 km/h, ça veut dire, grosso modo, 2 journées de service de conducteur en plus. Ça veut dire 1000 balles en plus sur le prix du train, à peu de choses près. Moi, s'il me dit, ton sillon, il va te coûter 500 balles de plus, mais tu vas circuler normalement, j'ai quand même une économie de 500 balles dans ma poche. S'il me dit, je te cale plus tes trains, parce que tu comprends, tes trains, ils ne sont pas prioritaires par rapport aux voyageurs, ou parce qu'on va faire des plages travaux qui vont tenir compte d'une certaine bande capacitaire pour pouvoir passer, je suis d'accord pour les payer plus cher dès lors que j'ai de la qualité. S'il me les attribue en temps et en heure, SNCF Réseau, je ne vais pas personnaliser, c'est pas Mathieu qui fait tous les horaires. Bien entendu. Je pense qu'avec une infrastructure de meilleure qualité, avec une programmation des travaux de meilleure qualité, avec une attribution des sillons, parce que c'est vrai que, Mathieu en a parlé, le taux d'attribution des sillons, il a significativement augmenté. En revanche, le taux d'adéquation du sillon à la demande, c'est-à-dire je demande un sillon avec une certaine tolérance et il m'est attribué dans les tolérances, celui-là, aujourd'hui, l'indicateur, il est en cours de construction. Parce que, à un moment ou un autre, le contrat de performance de réseau entre l'État et le réseau qui a été un peu signé en catimini, finalement, juste à la sortie du Covid, qui n'a pas été diffusé largement, qui est entre les mains d'un certain nombre d'initiés. Ça a l'air tellement secret, ce document, qu'on n'arrive pas à l'avoir dans son intégralité. Mais, encore une fois, aujourd'hui, les péages, pour le fret, ça n'est pas le problème. Le problème, c'est la qualité.
Une dernière question peut-être? Oui. Oui, bonjour, Valérie Cornet pour la UTF. Donc, je représente les chargeurs. On parle de développement durable. Je voulais revenir, c'est plus une réaction qu'une question, sur la complémentarité des modes. Solène Garcin le disait en introduction, il faut renforcer le ferroviaire là où il est pertinent sans opposer les modes. La UTF en fait largement la promotion du report modal. Le ferroviaire, c'est une solution. L'ambition, c'est grosso modo 20% de part modale d'ici 10 ans. Il reste 80% pour décarboner. C'est vraiment essentiel d'optimiser le transport routier. Donc, dans certains cas, les grands camions, grands volumes de 60 tonnes, ce n'est pas la solution non plus, mais ça peut être une solution. Y compris, ça peut rendre plus performant de bout en bout des solutions globales avec des préacheminements en mode routier optimisé, du ferroviaire, et un post-acheminement optimisé également. Voilà, je voulais simplement souligner ce point. C'est super de venir à l'aide des routiers. Ils sont pas en cause. C'est pas ça. C'est le déséquilibre qui existe aujourd'hui entre les coûts fixes du ferroviaire et finalement la flexibilité du routier. Il ne s'agit pas de venir pénaliser un mode de transport. Je vais juste faire un petit rappel. Valérie, vous me pardonnerez d'être un petit peu provocateur, mais lorsqu'on a eu la fameuse écotaxe, les jolis portiques et des gens qui portaient des bonnets rouges, les négociations entre les fédérations de transporteurs routiers et le gouvernement, lorsqu'il s'agit de mettre en place l'écotaxe, ils ont dit oui, mais nous, on veut aussi le 44 tonnes pour pouvoir transporter un petit peu plus et nous aligner sur l'intermodal, parce qu'on va avoir des péages liés à l'écotaxe. Il n'y a pas eu l'écotaxe, mais ils ont gardé le 44 tonnes. Il n'y a pas eu l'écotaxe, mais ils ont gardé le 44 tonnes. Voilà. Donc en fait, à force de grignoter des petits avantages, c'est très bien, c'est super, mais au fil du temps, on vient déséquilibrer complètement des conditions de marché. Plus de questions? Merci beaucoup. Merci à tous les deux.